Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h36, notre invité ce matin, Boris Vallaud, qui est député socialiste des Landes et patron des députés socialistes de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Boris Vallaud. Nicolas Sarkozy condamné, 3 ans de prison, dont un enferme sous bracelet électronique. C'est le juge d'application des peines qui déterminera les conditions dans lesquelles il devra porter ce bracelet. Condamnation pour corruption active et trafic d'influence. C'est un désastre pour la politique ? C'est un désastre pour Nicolas Sarkozy. Oui. D'abord, c'est lui qui est condamné. J'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice, mais je peux qu'être accablé par ce dont je suis le témoin, comme beaucoup d'autres Françaises et Accablé, Français. c'est-à-dire ? C'est quand même pas glorieux qu'un ancien président de la République se retrouve condamné et probablement à devoir porter pendant 1 an un bracelet électronique. Voilà. C'est pas l'idée qu'on se fait de ce que doit être un serviteur de l'État. Est-ce que la justice vous semble plus dure avec les responsables politiques aujourd'hui ? Mais elle doit être, elle doit être exemplaire pour lambda. toutes et tous, parce que nous sommes toutes et tous des citoyens, des justiciables, et on ne peut pas se plaindre d'une justice trop laxiste pour les uns et qui serait trop dure pour les autres. Je ne veux pas accepter l'injustice, dit Nicolas Sarkozy. Je ne peux pas accepter l'injustice. Oui, mais qu'il accepte les décisions de justice, surtout après 12 ans d'instruction, de procès, de possibilités. Il devrait se taire ? Écoutez, il conserve la liberté de parole, s'il ne conserve plus désormais sa liberté de mouvement. Est-ce qu'il devrait être écarté de toutes les cérémonies officielles, selon vous ? Écoutez, franchement, j'en sais rien. C'est déjà suffisamment. Le débat est aussi piteux, ouvert sur sa Légion d'honneur. Je trouve ça aussi piteux. Je crois que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et si la grande chancellerie doit s'interroger pour les uns, il doit s'interroger aussi pour les autres. Pour lui aussi. Sans aucun doute. Bien, Boris Vallaud, parlons de politique. Politicienne, au sens un peu plus noble, quoique politique politicienne, c'est pas toujours très noble. Oui, je suis bien d'accord avec vous. En ce moment, nous vivons un épisode de politique politicienne. Et d'ailleurs, les Français... D'ailleurs, Boris Vallaud, je voulais parce que j'ai été frappé, hier matin, j'avais le patron de la CFTC avec moi, et j'ai été frappé de voir une lettre que vous a envoyée. Tous les responsables patronaux et des syndicats de salariés, en vous disant maintenant ça suffit, maintenant il faut que vous trouviez une solution, maintenant il faut penser à l'avenir de la France, parce que les petites entreprises ont des contrats à honorer, et des carnets de commandes à remplir, et des négociations salariales à conduire, et une trésorerie à regarder de près, et des investissements qui aujourd'hui sont freinés. Et les Français se disent, moi je ne sais pas si je vais consommer, les fêtes approche, je ne sais pas si je vais consommer parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Vous avez tout cela présent à l'esprit ? Je l'ai parfaitement à l'esprit et j'ai eu certains des signataires de ce courrier au téléphone hier pour leur dire que j'avais parfaitement conscience de cela. Dans le débat budgétaire que nous avons eu lorsque c'était M. Barnier à Matignon, nous avons formulé des propositions parce que le budget qui était proposé était récessif, c'est-à-dire qu'il allait détruire de la croissance et ce que disait un certain nombre d'économistes, c'est qu'il allait réduire de moitié cette croissance et détruire 130 000 emplois. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il manque notamment une dimension de soutien à nos entreprises dans ce projet de loi, notamment je pense au secteur de la construction, du logement, qui est en grand péril depuis maintenant des années. Je vous rappelle qu'en 2017, on construisait à peu près 140 000 logements par an et que là on a aujourd'hui à la moitié, alors que le nombre de demandes a explosé. Vous savez, nous avons, au moment dès après la motion de censure, dit que nous étions disponibles et que nous revendiquons l'exercice des responsabilités. Un Premier ministre de gauche ouvert au compromis parce qu'il nous faut être fidèles à nos électeurs de premier tour. Nous avons fait des propositions, nous avons défendu des idées, et à nos électeurs de second tour, nous n'avons pas de majorité absolue. Il y a eu un front républicain et il faut faire des compromis texte par texte. Donc construire un front républicain. Aujourd'hui, le front républicain, il a été construit dans l'élection. Et la seule... Donc ce front républicain doit gouverner. Non. Je parle à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi. On était tenu par une seule loyauté, un seul engagement, ne rien céder à l'extrême droite. Et chercher, texte par texte, des compromis. La question que je pose aussi aujourd'hui à M. Bayrou, et je dois dire, on était un peu inquiet parce que ça a mal commencé. Je vous arrête, attendez. Oui. Vous allez être reçu cet après-midi à 14h. Absolument. C'est bien cela. Voilà. Par François Bayrou, le nouveau Premier ministre. Qu'allez-vous lui dire précisément ? D'abord, on y va en disant qu'on est inquiet de ses premiers pas. On est inquiet de ce qu'il nous a dit, ou plutôt de ce qu'il ne nous a pas dit lorsqu'il nous a reçus. De la nature de ses réponses aux questions au gouvernement, puisque vous savez, nous l'avons entendu mardi.
Est-il un Premier ministre ouvert au compromis? A-t-il compris que les Français réclament du changement? De quelle manière entend-il répondre aux aspirations des Français, s'agissant du pouvoir d'achat, s'agissant des moyens de leurs services publics, s'agissant de leur retraite, s'agissant en effet de leurs emplois et de leurs entreprises? Vous savez, j'évoque juste cette question, par exemple, de l'hôpital. Beaucoup de services d'urgence en particulier s'inquiètent de la façon dont ils vont traverser la période des fêtes. Continuellement dans l'année, nous avons des services, c'est comme ça chez moi, d'urgence qui ferment la nuit ou qui ferment tout court. On a besoin, c'est la Fédération française de l'hospitalisation qui le dit, on a besoin de moyens supplémentaires, sinon ce sera probablement le rationnement de l'offre de soins, ce sera des conditions de prise en charge plus dégradées et de la charge de travail pour les infirmières, pour les soignants, qui sera plus lourde. Eh bien, nous, on y va en essayant d'être utile aux Françaises et aux Français. Bien. Mais pour l'instant... Mais avec des conditions. Est-ce que aujourd'hui, ce matin... La condition, c'est l'amélioration de la vie des Françaises et des Français. Si dans les mois qui viennent, on n'est pas capable d'avoir un bon budget, c'est-à-dire un budget juste, je vais revenir sur le budget, qui épargne d'efforts ceux qui ont déjà les poches vides et qui demandent des efforts supplémentaires à ceux qui le peuvent, nous passerons à côté de ça. Je vais revenir sur le budget, Boris Vallaud. Mais vous allez aller voir le Premier ministre, François Bayrou. Donc vous irez, vous confirmez, vous irez avec des exigences. J'imagine. D'abord, je vous pose des questions, vous allez me répondre. Oui, je vais essayer de répondre. Est-ce que des membres du Parti Socialiste peuvent participer au gouvernement de François Bayrou, oui ou non? Je crois qu'on a besoin de clarté. Les électeurs ne nous ont pas demandé de constituer une coalition, ils nous ont demandé de prendre acte du fait qu'il y avait du pluralisme dans cette assemblée et qu'il fallait une coalition. Exactement. Nous sommes dans l'opposition, nous ne rentrons pas au gouvernement, mais nous disons comment pouvons-nous dès à présent donner un bon budget, un budget juste au pays. Comment nous pouvons donner des moyens supplémentaires à nos services publics, à l'hôpital, à l'école. Comment nous pouvons nous préoccuper du pouvoir d'achat, des retraites. Et maintenant, le président de la République, en ne nommant pas un Premier ministre de gauche, prend le risque d'aggraver la crise institutionnelle et politique qu'il a ouverte avec la dissolution. Boris Vallaud, si chacun campe sur ses positions... Mais je ne campe pas sur mes positions, puisque je dis depuis des semaines que nous devons trouver un chemin pour que nous améliorons... Vous ne participerez pas au gouvernement, ça c'est clair. Il y a peut-être un chemin, mais c'est entre les mains du Premier ministre. Mais il faut qu'il nous parle d'autre chose. Un chemin pour participer au gouvernement. Non, écoutez, pardonnez-moi, mais Jean-Jacques Bourdin, j'ai dit nous sommes dans l'opposition, nous ne participons pas au gouvernement, mais nous cherchons un chemin de stabilité dans la justice. Ça veut dire qu'un certain nombre de textes et de propositions dans ce budget doivent être discuter. Je veux que la vie des Françaises et des Français s'améliore et que nous soyons utiles à cela. J'essaie de rendre les choses claires pour les auditrices. Mais moi, je peux vous dire des choses très concrètement. Alors Boris Vallaud, vous ne participerez pas au gouvernement. Ça, c'est clair. Vous allez discuter de ce qui pourrait être engagé pour améliorer la condition de vie des Français. ça, le pouvoir d'achat notamment. Bien, vous avez discuté de cela. C'est pas une petite affaire. Non, mais on va parler du budget. Boris Vallaud. On va parler de Mayotte. On va parler du budget Je vais vous en parler, mais ne perdons pas de temps. Allez, par exemple, sur la réforme des retraites, vous aviez été catégorique et puis maintenant vous dites pourquoi pas une suspension de la réforme des retraites? Vous êtes favorable? Est-ce que je veux juste revenir un instant sur cette réforme des retraites? Pourquoi c'est important pour nous? Oui. Et c'est important pour les Françaises et les Français. Parce qu'on a besoin de réparer une injustice sociale et une brutalité démocratique. Une injustice sociale parce que vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Cette mesure-là, elle va d'abord frapper les carrières longues, les carrières pénibles, les carrières hachées. C'est-à-dire souvent des femmes qui ont eu des carrières difficiles, pénibles, qui le portent même, j'allais dire, dans leur chair, dans leurs bras, et c'est important. Et puis, une réparation démocratique, parce qu'il y a eu une forme de brutalité dans la façon dont ça a été adopté. Est-ce que l'on est capable de dire, cette mesure d'âge, on n'en veut plus? Et puis oui, il y a la question de la pérennité du système et de fonctionnement. Et vous parliez suspension. Et vous parliez des partenaires sociaux. Oui. Confions aux partenaires sociaux qui le font bien. Ils en ont fait la démonstration récente de négocier les conditions d'un financement durable et juste de notre modèle. Parce qu'il y a une urgence financière aussi concernant les retraites. 360 milliards de déficit à cause des retraites depuis 2017. Donc, juste un petit sujet. En 2017, la protection sociale dans son ensemble était excédentaire. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Alors, suppression, pas suppression, suspension de la réforme des retraites. Nous devons aller à l'abrogation. Nous devons aller à l'abrogation, Jean-Jacques Bourdin, de cette réforme, trouver un mode de financement qui soit juste et durable. Et si c'est une suspension immédiate de la mesure d'âge pour
travailler sur ce financement, eh ben, allons à ça. Mais nous ne renonçons pas, in fine, à l'abrogation. Pas de nouvelle loi immigration, ça c'est catégorique pour vous? Oui, c'est catégorique. Pourquoi? 29 lois en 40 ans. Les décrets d'application de la dernière loi que nous avons combattus, parce que nous la jugeons inefficace et inutile, n'ont pas même été tous pris. Et pardonnez-moi, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on légifère plus sur l'immigration que sur le logement, sur l'immigration que sur le changement climatique, sur l'immigration que sur l'agriculture? Non, c'est pas possible. Le Il y a un départ certain nombre de d'urgences. Bruno Retailleau, s'il reste, vous exigez le départ de Bruno Retailleau. S'il reste, est-ce que vous censurez? Je ne veux pas de cette politique qui est une politique qui n'est pas utile à la vie des Français. Donc, et qui est un grand mensonge qui leur est fait. Je ne veux pas parler casting, je veux parler du fond des choses. Vous voyez, je veux parler du fond des choses, ce qui est utile à la vie des Français. Si j'aimerais qu'on ait un mot pour Mayotte. J'aimerais qu'on ait un mot pour Mayotte. Vous voyez, mais on va parler de Mayotte. Mais si Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur, ça ne serait pas un bon signe. Est-ce que vous censurez? Mais ça ne serait pas un bon signe, et j'espère que le Premier ministre va l'entendre. Voilà, j'espère que le Premier ministre va l'entendre. Vous allez le lui dire. Dernière chose, on va parler de Mayotte, mais dernière chose, pas de 49.3, pas de censure. C'est négocié ou pas? Quel est l'esprit de ce que nous proposons? C'est négocié ou pas, ça? Nous sommes allés voir le Premier ministre à sa demande. Nous avions demandé à être reçus. Il ne nous a donné aucun calendrier, aucune méthode. Il ne nous a fait donner l'aperçu d'aucune espèce de compromis. Il nous a parlé de Pau, il nous a parlé du cumul des mandats. Maintenant, au boulot, moi, il y a une forme en responsabilité, de façon parfaitement républicaine, je dis au Premier ministre, au boulot. Voilà, je dis au boulot. Bon, pas de 49.3, pas de censure. Quel est l'esprit? Parce que je voudrais quand même que les gens le comprennent. On n'est pas, c'est pas un truc, c'est pas un cercle constitutionnaliste. C'est de dire, est-ce qu'on est capable d'être une démocratie parlementaire adulte? C'est-à-dire capable de chercher des compromis, de faire vivre ce parlementarisme de fait qui est issu des urnes. Eh bien, la meilleure façon de respecter ce Parlement, au fond, de l'obliger à cet exercice démocratique, à cette culture nouvelle qui n'est pas la nôtre en France, qui est celle des parlementaires européens, des parlementaires allemands, eh bien, c'est la confiance dans le Parlement. En échange, évidemment, pas besoin de le brutaliser. Dernière chose, avant de parler de Mayotte, le budget. Alors, le budget, il va falloir trouver un budget. Soit on reprend le texte quand il a été censuré, soit on recommence les débats depuis le début, avec un nouveau projet de loi de finances. Mais ça, c'est au Premier ministre de nous dire quelles sont ses intentions. Moi, je veux, quelle que soit la forme, je veux un budget qui arrive vite, et je veux un budget juste. Mais alors, si on reprend les débats au début, il n'est pas prêt d'arriver, le budget, pas avant avril. Mais Monsieur Bourdin, si on avait pour les uns et les autres été écoutés depuis longtemps, je vous dis sur le budget de la sécurité sociale, qui est la plus grosse masse financière, nous avons réduit par 2, entre la séance et la commission mixte paritaire, ce que nous demandions. On bougeait un peu plus de 1% du volume global. Est-ce que c'était dingue pour donner des moyens supplémentaires à l'hôpital, pour donner des moyens à nos EHPAD qui sont tous en déficit, et le reste à charge en établissement devient insoutenable pour un certain nombre de familles qui ramènent chez eux leurs parents, leurs grands-parents. Ça n'est pas possible. Eh bien, moi, j'ai besoin de cette justice-là. Et puis par ailleurs, si on veut aller vite, c'est la proposition qui est faite par le président de la commission des finances et par le rapporteur général du budget. Il pourrait, dès les premiers jours de janvier, pas le 14, moi je dis, ouvrons la session dès le 6 janvier. Il pourrait y avoir une loi. Pourquoi partez-vous en vacances, vous les députés? Moi je demande. Il y a urgence. Mais moi je suis prêt à travailler dès à présent. C'est ce que j'ai dit mardi aux questions d'actualité au Premier ministre, et je lui dis. Reprenons comme tout le monde reprend au moment de la rentrée scolaire, et pas une semaine après. La proposition qui est faite. Une loi portant diverses dispositions qui permettent de rattraper la question de l'indexation de l'impôt sur le revenu, les questions des mesures agricoles. Moi, je suis d'un territoire rural. On doit pouvoir répondre très vite à ces urgences-là. C'est les questions qu'on va poser. Mais à un moment donné, on ne peut pas, nous, avoir les questions et danser le tango tout seul. Bien. Pourquoi la gauche accuse l'État de vision coloniale à Mayotte? Non, mais moi, je ne suis pas à mon registre. Je fais juste un constat. Dans le budget dont nous venons de débattre, le budget des Outre-mer baissait de 400 millions d'euros. Les moyens donnés à Mayotte, qui est le département le plus pauvre de France, il y a 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a 40% des logements qui sont insalubres. Il y avait, dans l'aide exceptionnelle de 2024, de 100 millions d'euros. Pour Mayotte, ça a été supprimé, ça n'a pas été reconduit. Le budget logement des Outre-mer a baissé de 10%. Des moyens dédiés à la prise en charge des politiques économiques, sociales, culturelles de Mayotte a baissé de 30%. Eh bien, non, on a besoin d'aider. On a besoin que la solidarité nationale s'exprime dans ce moment de terribles douleurs pour nos compatriotes. Il faut qu'on soit présent, évidemment, dans les secours que nous sommes en train de porter. Et je pense aux familles, je pense aux fonctionnaires, aux services de secours qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Mais nous devons demain être au rendez-vous de la solidarité, de la reconstruction.
Voilà, ça me paraît absolument important. Et nous irons, là aussi, le dire, défendre le budget des Outre-mer, défendre les préoccupations qui sont celles de nos compatriotes de ces territoires-là, qui subissent la vie chère. C'est-à-dire, en réalité, quoi ? Eh bien, des conglomérats qui se font du fric sur leur dos. Vous ne voulez pas entrer dans ce débat autour des propos de Bruno Retailleau. On ne pourra pas faire comme avant en matière d'immigration à Mayotte, dans la reconstruction. Mais Monsieur Retailleau confond tout, vous voyez, confond tout. Quand on va soulever les tôles, on va poser la question de savoir s'ils ont des papiers ou pas. Pardon, mais il y a des moments où l'humanité doit primer sur les obsessions. Bien. N'a-t-il pas raison quand même ? Sur l'avenir de Mayotte, je parle de l'avenir. Sur l'avenir de Mayotte, vous savez, sur l'avenir de Mayotte, c'est d'abord donner les moyens à nos compatriotes de vivre dignement, d'avoir des services publics de qualité. Vous savez, là, on achemine de l'eau, mais les coupures d'eau, à Mayotte, c'est quand même très régulier. La médiocrité d'un certain nombre d'infrastructures, parce que on manque de moyens là-bas, c'est quotidien. Et puis ensuite, je pense qu'il faut que nous ayons une coopération régionale avec les Comores, avec la Réunion, avec Madagascar. Sinon, on ne répondra pas aux difficultés qui se posent là-bas. Alors j'ai deux questions politiques, j'y reviens. Sur la censure, j'y reviens parce que je suis tenace, oui, je Boris sais, Vallaud. c'est votre marque de fabrique. Je suis tenace, Boris Vallaud, sur la censure. Quelles sont les conditions pour lesquelles vous ne censurerez pas Monsieur Bayrou ? Bien, c'est à lui de nous dire à quelles conditions il pense pouvoir se maintenir. Ce que je peux vous dire de façon nette, c'est que si nous devons nous heurter à un mur d'incompréhension, si nous devons nous confronter comme nous l'avons été, il faut qu'il bouge sur les retraites, il faut qu'il bouge sur les services publics, il faut qu'il bouge sur les impôts et sur la solidarité. Vous savez, mais entre autres choses, on vient avec ce que nous avons défendu. Pour l'instant, nous n'avons été confrontés qu'à la défense acharnée du bilan, tout le bilan, rien que le bilan d'Emmanuel Macron. On ne peut pas en rester là. On a besoin de dire des choses. Moi vous savez, ma seule préoccupation, c'est de savoir comment on est utile, pas dans 30 mois, pas hypothétiquement dans quelques semaines, mais maintenant aux Françaises et aux Français. Parlons de ce qui les concerne. J'évoquais les EHPAD, j'évoquais l'hôpital, je peux évoquer l'éducation nationale. Moi, je le sais, tous les ans, on se bat pour pas qu'il y ait des fermetures de classes, voilà, dans nos campagnes. On a besoin de parler de la démographie médicale, des déserts médicaux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 2 ans d'espérance de vie entre un urbain et un rural ? Est-ce qu'on peut l'accepter ? C'est pas possible qu'il y ait des villages dans lesquels la République passe pas. Boris Vallaud, la politique, les institutions sont fragilisées avec cette crise politique très sérieuse, institutions de la Ve République. Marine Le Pen a déclaré, c'était hier ou avant-hier, « Je me prépare à une élection présidentielle anticipée ». Emmanuel Macron, c'est fini ou presque. Est-ce qu'on est en train de préparer, vous êtes en train de préparer, vous les responsables politiques, et est-ce que les Français vont être confrontés à un face-à-face Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ? Mais je ne le souhaite pas. Est-ce que vous avez compris ? Ce serait un cauchemar pour vous. Mais écoutez, ce qui est un cauchemar pour je vous pose la question. Non, mais attendez, Boris Vallaud, répondez-moi. Oui, est-ce qu'un face-à-face Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon serait un cauchemar pour vous ? Je me bats comme un lion pour que les Français n'aient pas à avoir une élection présidentielle anticipée qui ne réglerait rien. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale ? S'il devait y avoir dans 35 jours une nouvelle élection présidentielle, ça ne changerait rien. Sommes-nous capables d'être des parlementaires adultes ? Sommes-nous collectivement capables, dans le respect de ce que nous sommes, de nos différences, de nos désaccords ? Et ils sont profonds avec la Macronie. Ça fait 7 ans et demi que je suis dans leur opposition, que je leur dis, vous nous emmenez dans le mur. Vous nous emmenez dans le mur, vous ne pouvez pas être seulement le gouvernement, le président de ceux qui vont bien. Il y a quand même tout le reste des Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, pour lesquels les fins de mois, c'est pas le 30, c'est le 20. On a besoin de donner des réponses. Et vous savez, quel est le meilleur des fronts républicains pour moi ? C'est la République sociale. C'est des services publics qui permettent, quand on va à l'école, de se dire on va pouvoir s'inventer un avenir meilleur que celui de ses parents parfois. J'ai besoin que l'on dise, au fond, qu'on habite à la ville ou à la campagne, on aura la même qualité de services publics, on aura le même médecin spécialiste. Voilà ce qui est important, qu'on puisse vivre de son travail. Et il y a des gens qui bossent dur et qui ont besoin de pouvoir vivre de leur travail. La question des travailleurs pauvres, tout ça, c'est des discussions que j'ai avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous pensez sincèrement, vous êtes un responsable politique avisé, que l'on se dirige vers un face-à-face Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, parce que de plus en plus nombreux sont les Français qui le pensent, Boris Vallaud. Je n'en sais rien. Je vais vous dire, je n'en sais rien. Voilà. Moi, je suis. Ce serait catastrophique pour la France. Ce serait catastrophique pour la France. On a besoin d'un pays réconcilié. On a besoin de machines. On a besoin de machines à coudre. On a besoin que les gens s'écoutent, se parlent, et pas d'une fracturation de la société. J'ai bien compris votre question. Je crois que vous avez compris mon réponse. Je suis pas dans la politique fiction. J'essaie d'être dans l'action et d'être utile maintenant aux Françaises et aux Français.
Bien, merci beaucoup Boris Vallaud d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci, bon rendez-vous avec le Premier ministre. On voit qu'il est possible qu'il y ait un accord de gouvernement. Non, c'est pas un accord de gouvernement, c'est à quoi est-il prêt pour sortir de la crise politique et institutionnelle dans laquelle le président de la République, c'est-à-dire celui qui l'a défendu depuis le premier jour et même avant, c'est ce que vous allez lui dire. À quoi êtes-vous prêt pour sortir de la crise politique? Et pas pour nous, pour les Françaises et les Français. Oui, c'est ce que vous allez lui dire. Voilà. Bon, eh bien, il est 8h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Après 9h, Patrick Roger.